Bonsoir à toutes et à tous. Nous accueillons aujourd'hui Joanne Lebrun-Thoron pour cette conférence du cycle Chimie et qui va nous parler du cycle de l'azote dans le cadre de Chimie et Environnement. Bonsoir, donc comme vient de le dire Axel, ma conférence s'intitule Zoom au pluriel sur le cycle de l'azote. Alors déjà, l'azote, qu'est-ce que c'est? C'est cet atome ici dans la 5e colonne du tableau périodique avec un numéro atomique 7 qui se trouve entre le carbone et l'oxygène. Comme ces derniers, l'azote est un élément essentiel du vivant et ça tombe bien parce qu'on est entouré d'azote. Dans l'air qui se trouve dans cette pièce, il y a 78% en volume de diazote N2. Au total, à la surface de la Terre, donc dans les sols, les plantes, les océans, l'atmosphère, il y a 4 10 puissance 21 grammes d'azote, ce qui fait 4 millions de milliards de tonnes d'azote à la surface de la Terre. Donc c'est énorme. Et donc alors pourquoi le cycle de l'azote? Parce que l'azote ne se contente pas d'être quelque part, il peut, comme dans le cycle de l'eau, se déplacer entre différents réservoirs et sous différentes formes. C'est ce qu'on voit sur cette première représentation du cycle de l'azote, assez froide, petite au premier abord, mais vous allez voir, c'est pas non compliqué. En haut et en bas, on a le diazote gazeux. C'est donc bien un cycle. Ce diazote gazeux peut être fixé, donc transformé dans des formes réactives d'azote qui sont dans les différents carrés gris ici. On a les oxydes d'azote, qu'on appelle couramment les NOx, le NH4, NH3+, NH4+, NH3, qui sont des formes réduites de l'azote, et puis le protoxyde d'azote dont je vous parlerai plus longuement plus tard, N2O. Cet azote peut échanger entre les différentes formes et les différentes zones de stockage, comme les continents, les estuaires et les marges continentales, donc à l'interface entre continent et océan, et puis dans les océans, à la fois dissous et également dans des animaux qui vivent dans les océans et des plantes qui vivent dans les océans. Une autre représentation qui s'intéresse cette fois plus au flux et au réservoir, mais au processus qui permettent de passer d'une forme d'azote à l'autre, c'est celle-ci. Donc ici, on a, comme je vous disais, la fixation d'azote depuis l'air jusqu'à des formes réactives. Ici, on a un premier cycle de l'azote dans les êtres vivants. Donc, l'azote est absorbé par certaines plantes sous forme de protéines. Les plantes peuvent être mangées par les êtres vivants, etc. Retourner au sol sous forme d'ion ammonium, puis repartir dans le cycle ou alors être nitrifié vers des formes plus oxydées, donc qui contiennent des oxygènes, ici le nitrite, le nitrate. Et pour boucler la boucle, peuvent être dénitrifiés, donc on repart dans le sens vers des formes plus réduites, pour former le protoxyde d'azote et le diazote atmosphérique. On peut également représenter les acteurs de ces processus. Donc ici on voit les plantes qui peuvent faire la fixation, comme je vous ai déjà parlé, les bactéries, les champignons qui sont des décomposeurs de la matière organique dans les sols souvent. Et puis on peut s'intéresser au processus de transport par les rivières, par les poussières, les embruns. Et on voit ici dans ce graphique quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas encore aperçu, c'est le rôle des activités humaines. On nous dit que les engrais chimiques contribuent fortement à la fixation d'azote atmosphérique vers les sols et que la combustion des combustibles fossiles émet des formes réactives d'azote dans l'atmosphère. Et donc, c'est quelque chose qui se retrouve couramment dans le cycle de l'azote. L'être humain est un facteur important de déplacement d'azote à la surface de la Terre. Cette carte représente les flux d'azote agricoles, donc contenus dans les plantes, les céréales, les animaux que l'on transporte d'une région à une autre pour nourrir la population, en France par an, et les valeurs sont en milliers de tonnes. Donc il y a quand même, là la plus grosse flèche c'est 112 000 tonnes, donc c'est quand même des quantités importantes qui sont déplacées par l'homme tous les ans en France, des quantités d'azote. Et alors pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, en 2009, et puis mis à jour ensuite en 2015, il y a un groupe suédois qui a défini 9 frontières planétaires. Les frontières planétaires, c'est des sortes de valeurs seuils dans différents processus que l'impact humain ne devrait pas dépasser si on veut avoir une quantité de chance, une probabilité assez raisonnable que la Terre reste dans l'état tel que l'espèce humaine l'a toujours connu, un état plutôt stable et adapté à la vie humaine. Et on voit que dans ces 9 frontières planétaires, on ne lit pas très bien ici, mais le cycle de l'azote, il est en rouge, mais genre vraiment en rouge. En effet, en 2010, on estime que la quantité d'azote fixée par les activités humaines était de 210 téragrammes. 210 téragrammes, c'est des milliers de milliards de grammes.
Et donc ça représente au moins le double de la fixation naturelle d'azote. Donc on a fortement impacté le cycle de l'azote. Et donc on le voit aussi ici, on a une évolution temporelle, donc de années, on ne sait pas trop où ça commence, mais de 1920 jusqu'aux années 2000, on a ce qu'ils appellent background, donc la quantité d'azote qui est naturellement fixée par ces plantes qui sont capables d'attraper l'azote de l'air pour en faire des formes réactives, ou par les éclairs, parce que quand il y a un éclair, ça peut transformer le diazote de l'air en ox. Et puis on a la partie due aux humains, donc les plantes, mêmes plantes qu'ici, mais qui ont été volontairement plantées par des agriculteurs, par exemple, pour enrichir leur sol en azote, donc ça compte comme source anthropique d'azote, les engrais synthétiques, dont je vous parlerai plus longuement tout à l'heure, et la combustion des combustibles fossiles. Et malheureusement, cet azote, nous on le met dans le sol parce que c'est là où on va faire pousser les plantes, mais c'est pas dit qu'il va rester dans ce cycle qu'on avait vu tout à l'heure, protéines, amonium, protéines, amonium. Il peut s'échapper, il peut être lessivé par les pluies, par les rivières, et passer dans ce qu'on appelle le continuum aquatique, donc c'est toutes ces rivières, y compris les rivières souterraines, et finir dans l'océan. Et donc on va, par nos activités, distribuer une quantité très importante d'azote dans l'environnement. C'est ce qu'on voit ici sur ce schéma qui a été appelé par ses auteurs la cascade de l'azote. Et donc les grosses flèches bleues représentent les flux contrôlés, volontaires d'azote. C'est ce qu'on voudrait ce qui se passe. On donne des engrais dans les champs, les plantes poussent, on s'en sert pour nourrir les animaux. Le fumier des animaux, on s'en sert pour faire des engrais dans les champs. Hop, et ça recommence, et puis on met un peu plus d'engrais quand il en manque, et puis nous on mange les plantes et les animaux. Bon. Sauf que toutes les flèches vertes, jaunes, oranges, rouges, violettes, c'est tous les autres flux d'azote qu'on ne contrôle pas et qui se produisent quand même. Et ces flux, ils ont des impacts qui sont dans les cadres bleus. Il y en a pas mal, il y a ce qu'on appelle l'eutrophisation, donc c'est l'augmentation de la quantité d'azote disponible dans un milieu au-delà des valeurs normales d'équilibre entre guillemets de ce milieu. On peut avoir de la formation de particules fines qui sont un problème pour la santé humaine, mais ça cause des problèmes respiratoires. Et puis on a l'effet du protoxyde d'azote sur le changement climatique, par exemple, je vous parlerai également à la fin de cette conférence. Et du coup, voilà, moi je vais m'intéresser ici à deux aspects. Un aspect contrôlé, ce qu'on veut faire vraiment de la production d'engrais, comment on fait pour nous, qui ne sommes pas les plantes légumineuses, transformer l'azote de l'air en azote réactif utilisable, et puis l'effet du protoxyde d'azote sur le changement climatique. Donc voilà, là c'est le plan un peu plus détaillé. Je vais commencer par vous parler de comment font les plantes pour fixer cet azote, après un petit aperçu historique de comment l'être humain a fait auparavant, et puis le procédé à Haber-Bosch dans les détails, et puis la production de N2O, la partie biologique et les impacts sur le changement climatique. Alors tout d'abord les plantes. En fait, depuis tout à l'heure je vous dis que c'est les plantes légumineuses qui fixent l'azote, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est des bactéries qui vivent dans les nodosités des racines de ces plantes. Les nodosités, c'est les petites boules qu'on voit sur les racines ici. Les nodosités contiennent des bactéries qui, elles, sont capables de faire cette transformation de N2 en protéines, en n'importe quelle molécule du vivant qui contient l'azote. Et elles sont en symbiose avec la plante, c'est-à-dire qu'elles ont une relation un peu donnant-donnant. La plante leur donne des sucres complexes qu'elles ne savent pas synthétiser, et elles capturent l'azote pour le donner à la plante. Les cyanobactéries, les mêmes cyanobactéries qui, comme vous le savez peut-être, sont responsables de l'oxygénation de l'atmosphère il y a plusieurs milliards d'années, sont aussi capables de fixer l'azote. Elles savent tout faire, ces cyanobactéries, c'est pas mal. Donc voilà. À quoi ça sert? Vous en avez déjà un peu parlé. Ça sert à faire de nombreuses molécules du vivant, comme par exemple l'ADN. L'ADN, on a ici sa structure en double hélice. Et on voit ici les différentes bases de enfin moi je vois, je ne sais pas si vous voyez, qui contiennent toutes un certain nombre d'atomes d'azote. Je vous les montre avec le pointeur, comme ça vous verrez mieux. Hop, hop, hop. Et donc pour synthétiser l'ADN, qui est la base de l'information génétique, on a besoin d'azote. De même pour les protéines, ici c'est un petit peptide qui est supposé donner le goût de viande à la viande. Toutes les liaisons entre les acides aminés sont des liaisons amides, C, double liaison O, N, C, qui contiennent donc de l'azote. Et du coup, les êtres humains, il y a longtemps ils ne savaient pas que l'azote existait, mais ils avaient quand même remarqué que si on plantait la même plante sur la même parcelle, d'année en année, évidemment, elle vivait moins bien, elle produisait moins. C'est dû au fait que la plante finissait par épuiser les ressources nutritives du sol. Du coup, pour
pallier à ce problème, les agriculteurs ont mis en place ce qui s'appelle, en mots savants d'historiens ou d'agronomes, l'assolement triennal, et qu'on appelle en général au collège la rotation des cultures. Donc le principe de la rotation des cultures, c'est qu'il y a sur une parcelle, on fait 3 morceaux. Dans le premier morceau, on plante des céréales qui sont souvent assez demandeuses en éléments nutritifs. Dans le deuxième morceau, on plante d'autres plantes qui sont moins demandeuses de l'élément nutritif. Ça peut être des légumineuses qui vont donc enrichir le sol en azote. Et la troisième parcelle, on la laisse en jachère, c'est-à-dire qu'on ne plante rien. Sur cette jachère, on peut épandre du fumier. Et il s'avère que le fumier contient une certaine quantité d'azote, notamment dans l'urine des animaux, des humains aussi, on a de l'azote. Donc en épandant du fumier, on redonne un peu d'azote au sol. Donc voilà, et puis à partir d'un moment, ils commencent à planter des légumineuses pour vraiment enrichir le sol en azote, même s'ils ne connaissaient pas encore forcément l'azote. Ils avaient vu que ça marchait bien. Et puis à la fin du 19e siècle, la croissance démographique en Europe commence à être très importante, il y a de plus en plus de personnes à mourir, et on ne peut pas se permettre de laisser un tiers de chaque parcelle en jachère chaque année, il n'y aura pas assez à manger pour tout le monde. Donc il va falloir trouver un moyen de continuellement redonner les éléments nutritifs au sol pour permettre aux plantes de pousser et pour nourrir la population. Les Européens vont alors partir chercher du guano. Le guano, c'est les fientes des oiseaux, de certains oiseaux de mer, qui vont s'entasser sur les rochers où les oiseaux se posent tout le temps et qui s'avèrent être très riches en azote. Et en récupérant ce guano et ensuite en l'épandant dans les champs, on peut donc fertiliser les champs. Ici, on voit cette île qui est au large du Chili et plein de bateaux prêts à charger le guano et puis repartir vers l'Europe pour faire ça. Après, on se dit que bon, au bout d'un moment, on arriverait quand même à la fin des mètres de guano qui s'étaient entassés sur les rochers et que les oiseaux, ils en referaient peut-être pas assez rapidement. Et donc, on a également trouvé des minéraux, comme le nitrate de sodium, donc un sel de nitrate, dans des mines également au Chili, qui permettaient de également fertiliser les sols. Mais bon, au bout d'un moment, c'était déjà pas forcément suffisant, les mines ne sont pas infinies, et puis les Chiliens, peut-être qu'ils en auraient eu marre que tout le monde leur prenne leurs ressources. Donc, il a fallu trouver un autre, ça c'est un morceau de nitrate de sodium. Et donc, il a fallu trouver un autre procédé qui permettrait en Europe de synthétiser l'ammoniac et les ions ammonium qui sont nécessaires aux plantes. Par ailleurs, il s'avère que l'azote est un composant très important de nombreuses molécules qui constituent les explosifs. Et vous savez que fin du 19e siècle et du 20e, c'était un petit peu compliqué en termes de tension en Europe, et ça pouvait avoir un intérêt d'être capable de fabriquer beaucoup d'explosifs. Et donc, il y a ces deux chimistes allemands, Fritz Haber et Karl Bosch, qui travaillent pour une entreprise pétrochimique allemande appelée BASF, je ne prononcerai pas en entier parce que je ne parle pas allemand, qui trouvent un moyen de faire, dans certaines conditions, cette réaction. Une molécule de diazote plus trois molécules d'hydrogène donnent 2 molécules d'ammoniac, le tout sous forme gazeuse puisqu'on est à des températures très élevées. Après, bon, il y a les gaz, etc. Mais à partir des années 50, donc quand même assez rapidement, l'utilisation de ces engrais azotés va se généraliser en Europe de l'Ouest, puis s'étendre à l'ensemble des pays, on va dire, occidentaux du globe. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fallu si longtemps? Pourquoi ça a été si compliqué de produire de l'azote réactif à partir d'azote de l'air, et pourquoi il n'y a que quelques bactéries qui sont capables de le faire? Le problème, c'est ça. Les deux atomes d'azote dans une molécule de diazote sont très fortement liés l'un à l'autre. On décrit souvent cette liaison comme étant une triple liaison. On peut également dire qu'elle a un très fort caractère covalent pour ceux qui ne se terminent pas. Et c'est aussi quelque chose de très symétrique. On ne sait pas trop par où l'attraper pour tirer dessus et pour la casser. Et donc, elle est compliquée. D'ailleurs, cette liaison, c'est une des liaisons les plus fortes qu'on connaisse. Pour la rompre, il faut apporter 946 kJ par mol, donc par 10 puissance 23 molécules de diazote, pour pouvoir rompre cette liaison. Ça représente, pour 24 litres d'air, un quart de litre d'essence. Ça paraît pas beaucoup, mais si on veut produire des tonnes d'engrais azotés, ça fait quand même beaucoup de litres d'essence. Et du coup, l'énergie de la combustion d'un quart de litre d'essence, pour être précis. Du coup, il faut trouver un moyen de franchir la barrière énergétique qui permet cette réaction, qui existe dans cette réaction.
qui n'est pas tout à fait... Bon, bref, et donc, le procédé Haber-Bosch, c'est pas un procédé qui se fait tout seul, comme ça, il est catalysé. Un catalyseur, c'est un composé qu'on ajoute dans le mélange réactionnel qui augmente la vitesse de la réaction sans changer ni les réactifs ni les produits et sans être lui-même dégradé. Le catalyseur, on le retrouve à la fin. Ce qui se passe en fait, c'est qu'une réaction, on peut la représenter généralement comme ça. Ici, on a les réactifs, ici, on a les produits, et ils ne sont pas à la même énergie. Les réactifs sont plus énergétiques, c'est-à-dire qu'ils sont moins stables, et les produits sont plus stables. Mais pour passer des réactifs aux produits, il ne suffit pas de descendre la marche comme ça. On est obligé de monter sur la montagne d'énergie. Le réarrangement des atomes va faire qu'il y a une barrière énergétique à franchir. Et le catalyseur, lui, va permettre de diminuer cette barrière énergétique. Donc, la version A, par exemple, c'est la version non catalysée. En présence du catalyseur, la montagne d'énergie est moins haute. En présence du catalyseur C, on a même changé un petit peu le profil réactionnel. On va avoir un intermédiaire ici, qui sera moins stable que les réactifs et les produits, mais qui va quand même exister un certain temps. Et après, on franchit une deuxième petite montagne d'énergie, et hop, on peut descendre vers les produits. Ici, on parle de catalyse hétérogène, parce que le catalyseur n'est pas dans la même phase que les réactifs. Les réactifs sont en phase gazeuse, ce sont des gaz, et le catalyseur est un solide. C'est le cas, par exemple, également dans les pots d'échappement, où on catalyse l'oxydation complète du carbone pour ne pas émettre de composés aromatiques, on peut tout transformer en CO2, et donc on met des catalyseurs de ce type-là dans les pots d'échappement. Et donc, en 1909, Fritz Haber parvient à faire cette réaction en présence d'un catalyseur à l'osmium et sous une pression de 175 atmosphères. 175 atmosphères, c'est 175 fois la pression atmosphérique, donc c'est quand même sous pression. Le problème, c'est que le stock mondial d'osmium à l'époque, c'est 100 kg. Et si je vous ai dit tout à l'heure, à l'époque, si je vous ai dit tout à l'heure que le catalyseur n'est pas consommé par la réaction, il finit quand même par se dégrader. Il peut partir avec les flux de gaz, se détruire en petites particules, rester collé à l'intérieur de la cuve de réaction. Enfin, il n'est pas infini et infiniment réutilisable, et donc c'est pas optimal. Karl Bosch, lui, construit un nouveau réacteur qui permet de monter à des pressions beaucoup plus élevées, donc 300 atmosphères, à 600 degrés, et qui permet, toujours avec le catalyseur à l'osmium, de produire quelques tonnes d'ammoniac par jour. C'est la version prototype de ce réacteur est ici. On a ici le réacteur qui peut être mis sous pression, le baromètre qui contrôle la pression dans le réacteur, et puis plein de tuyaux pour l'arrivée des réactifs, le départ des produits, et puis la condensation des produits pour récupérer l'ammoniac sous forme liquide. Sauf que voilà, on a toujours le problème de l'osmium, et du coup, Karl Bosch et Fritz Haber demandent à un de leurs collaborateurs une tâche de trouver un autre catalyseur. Et donc, il va notamment chercher du côté du fer, parce que le fer, il en est plein, c'est facile, c'est pratique. Lui, il essaie pas mal de choses, il ne trouve pas, et puis un jour, par erreur, quelqu'un avait laissé un morceau d'oxyde de fer qui s'appelle la magnétite dans le réacteur. Cet oxyde de fer, il vient de quelque part en Suède, en l'occurrence. Et ça marche très bien. À 450 degrés, on a un rendement beaucoup plus élevé que ce qu'on avait auparavant à 600 degrés. Et c'est avec du fer, donc c'est quand même... Et donc il va essayer de modifier légèrement la composition de cet oxyde de fer en y ajoutant d'autres oxydes d'aluminium, de potassium, de calcium et de magnésium pour voir si ça ne peut pas améliorer encore le rendement. Et en fait, il teste 2500 combinaisons. Ça représente quelque chose comme 6000 expériences, donc en gros c'est quasiment lui qui a fait tout le boulot, mais ça s'appelle Haber-Bosch, pas Haber-Bosch qui tâche, dommage. Et il finit par arriver à une composition optimale, dont on a les valeurs ici, qui sont encore légèrement fluctuantes, parce que tout le monde n'est pas exactement d'accord sur ce qui est le mieux, mais voilà, il arrive à cette combinaison, et ils font tout ça à 2000 Kelvin, on réduit, et ça fait une espèce de solide qui peut être utilisé comme une catalyse. Alors maintenant, on va plonger un petit peu dans le mécanisme de cette catalyse. Pourquoi est-ce que ces gaz en présence de ce solide à cette température vont d'un seul coup réagir alors qu'avant ils ne le faisaient pas? En fait, c'est un processus qui passe par une adsorption des deux gaz, donc le dihydrogène et le diazote, s'adsorbent à la surface du solide, donc ils se collent, puis ils diffusent sur la surface du solide. Donc en s'adsorbant, ils se séparent, donc on a des atomes d'azote, des atomes d'hydrogène à la surface. Ils peuvent se déplacer à la surface et
quand ils se rencontrent, ils peuvent réagir entre eux en formant successivement NH, NH2, NH3 qui peut être relâché en phase gaz. Alors, l'absorption, déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Les chimistes décrivent souvent deux formes d'absorption, la physisorption et la chimisorption. Donc du coup, les chimistes définissent souvent deux formes d'absorption, la physisorption et la chimisorption. La physisorption, c'est quand les atomes sont juste un petit peu posés sur la surface. Ils interagissent de manière non covalente, par des interactions électrostatiques, de Van der Waals, éventuellement des liaisons hydrogènes, mais pas véritablement de liaison. C'est cette partie ici, donc ici c'est de nouveau un diagramme un peu de réaction, comme celui qu'on avait tout à l'heure. On a la distance entre la molécule d'azote qui va arriver et la surface en abscisse et l'énergie en ordonnée. Donc le premier puits d'énergie, il est peu profond, mais il est quand même stable, mais pas très profond. Et on peut représenter comme ça donc, une espèce d'interaction faible, en pointillé, entre les atomes de fer que j'ai représentés par les boules et la molécule de diazète. Ensuite, en franchissant de nouveau une petite barrière énergétique, une petite montagne d'énergie, on peut entrer dans un état de chimisorption, qui c'est le composé forme des liaisons covalentes avec la surface. C'est ce que vous représentez ici, les atomes d'azote directement liés aux atomes de fer de la surface du sol. Alors, il s'avère que le fer, comme tout solide, présente un empilement d'atomes, tout solide cristal. Représente un empilement d'atomes. Alors si vous essayez d'empiler des oranges les unes sur les autres, vous allez mettre une première couche d'orange, puis les suivantes, vous les mettez dans les creux. Sinon, ça ne tient pas. Il s'avère que dans les solides, vous pouvez mettre les oranges les unes au-dessus des autres, bien droit, et ça tient quand même. Et du coup, suivant la forme dans laquelle ça va cristalliser, mais aussi suivant de quel côté vous regardez votre solide, donc de quel côté vous regardez votre pile d'orange, si vous la regardez par le dessus ou par le côté, elle n'aura pas le même aspect. Si vous la coupez en diagonale, elle n'aura pas le même aspect. Suivant le côté qui est à la surface, l'absorption peut être différente. Et donc, plus tard, quand il y avait des moyens de contrôler quelle surface est exposée, quelle surface de cristal est exposée, on a pu voir et essayer de chercher la surface optimale du fer. Et il s'avère que c'est la face 1,1,1, donc celle qui est représentée ici, qui permet de produire la plus grande quantité, qui permet le rendement le plus important de la synthèse de l'ammoniac à partir des réactifs dont on parlait tout à l'heure, diazote et dihydrogène. Je peux dire quelque chose d'autre ici, je crois, mais je ne sais plus, c'est pas grave. C'était pas important. Et donc on se dit, bon, si ce qui permet cette réaction, c'est effectivement l'absorption de l'azote sur la surface, est-ce que si on trouve un métal avec qui l'azote interagit plus fortement, est-ce qu'on va avoir un meilleur rendement pour cette réaction? Et on a essayé un alliage de cobalt et de molybdène, de l'oxynium, de l'osmium, du cobalt, à nouveau tout seul, du nickel. Donc plus on va sur la droite du diagramme pour vous, plus l'interaction métal-azote est forte. Et pourtant, le turnover frequency, c'est une mesure de l'efficacité du catalyseur, diminue après une certaine force d'interaction entre les deux. Et en fait, il y a une espèce d'équilibre à trouver entre l'absorption de l'azote, du diazote sur la surface, mais ensuite la désorption du NH3, parce que le NH3, on a vu tout à l'heure, il se forme sur la surface. Et s'il est trop fortement absorbé à la surface, il va rester collé à votre métal et vous ne pourrez pas le récupérer, donc ça va servir un peu à rien, parce que vous ne pouvez pas mettre de poudre de métal dans votre champ, vous voulez mettre de l'ammoniac et de l'ammonium. Et donc, c'est ce qu'on représente par cette courbe en haut. Donc, finalement, on a vu avec tout cet état que la synthèse d'ammoniac à partir de H2 et N2 se fait par ces différentes étapes d'absorption et de réaction à la surface du catalyseur. C'est également ce qui est représenté ici. On voit bien l'absorption, la séparation en atomes séparés, puis la combinaison. La double flèche indique que la réaction se peut faire dans les deux sens. On peut également absorber l'ammoniac à la surface et reformer N2 et H2. Simplement, comme on extrait continuellement le NH3 qui est formé, on tire la réaction par ce qu'on appelle un équilibre de Le Chatelier. On va tirer la réaction dans le sens de production de NH3.
Et donc, voilà, on a fait ces engrais et on peut les faire entrer dans le cycle d'azote ici. On prend le NH3, on le met en solution en condition acide. Le pH c'est quelque chose comme 9,5, donc on n'a même pas besoin d'être vraiment très acide. Et on a de l'ammonium, on peut le prendre dans les champs. En général on le met sous forme de sel, comme ça il se dissout petit à petit et ça donne un apport plus lent. Et ensuite il peut être pris par les plantes dans ce petit cycle et puis comme l'azote de tout à l'heure, partir dans les différentes branches du cycle de l'azote. Donc par la suite, l'étape suivante c'est la nitrification. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous ai quand même mis des équations ici. C'est des oxydations. Donc on va ajouter de l'oxygène à l'azote petit à petit en libérant des électrons. On va d'abord la nitritation qui donne le nitrite, puis la nitratation qui donne le nitrate. Ces réactions sont effectuées par des bactéries, des archées qui vivent dans les sols, donc des petites choses. Et donc, et ensuite, on a cette dénitrification qui, dit-on, peut produire du N2O. On peut également produire du N2O lors de la nitrification, mais je n'aborderai pas ce point. Et comme je vous disais au début, le N2O, ça a des effets sur le changement climatique. Donc on va un peu maintenant voir comment déjà on arrive à produire du protoxyde d'azote. N2O c'est du protoxyde d'azote ou oxyde nitreux aussi. Il y a deux noms. Et quels sont les effets? Donc comme je vous disais, ça se produit lors de la dénitrification. Elle est réalisée par des bactéries qu'on appelle aérobies, anaérobies facultatives, c'est-à-dire qu'en conditions normales, elles vont se respirer de l'oxygène, comme nous. Mais quand il n'y a pas d'oxygène, elles peuvent aussi respirer, entre guillemets, donc utiliser comme substrat énergétique, si on veut, ou plutôt à part d'électrons, les nitrates ou les nitrites. Puis il y a aussi des archées, des champignons qui savent faire ça. Et donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est cette étape de NO, donc il y a un radical, c'est le point, AN2O, AN2. Donc ici on est chez les bactéries, on s'intéresse peu aux champignons et aux archées. Cette réaction, elle a lieu dans le périplase. Le périplase, c'est l'espace qui se trouve entre la membrane interne et la paroi des bactéries, qui est représentée ici. Et comme la chaîne respiratoire, donc la chaîne les enzymes qui permettent la respiration de l'oxygène, ça fait intervenir un certain nombre d'enzymes, la nitrate réductase, nitrite réductase, oxyde nitrique réductase et oxyde nitreux réductase. Et on voit qu'à chaque étape, donc ici, le nitrite, celui-là, le monoxyde d'azote, protoxyde d'azote, etc., peuvent s'échapper de la bactérie et être relâchés dans l'environnement. Et donc on va se demander pourquoi est-ce que des fois ici le N2O est relâché et pourquoi des fois il continue jusqu'à former du N2. Alors intéressons-nous d'abord au mécanisme de l'enzyme qui catalyse cette réaction. C'est la même idée de catalyse qu'on avait tout à l'heure avec le processus Haber-Bosch. C'est l'enzyme qui va permettre d'accélérer la réaction pour qu'elle ait lieu en un temps raisonnable pour la bactérie. Sauf qu'ici, au lieu d'être un bout de métal, c'est dans la bactérie. Cette enzyme, donc, elle a une structure comme ça, une espèce de tonneau fait par des hélices qu'on appelle des hélices alpha. Et à l'intérieur, on peut distinguer légèrement des choses ici qu'on appelle des M. Les M, c'est ces ligands organiques, on voit ici en rouge et puis en bleu, qui contiennent à leur sein un atome de fer. Donc finalement, le fer, on le retrouve quand même, sauf que là, il est genre un atome par un atome à l'intérieur de la bactérie. Et à quoi servent ces atomes de fer? Il y en a un premier qui permet d'attraper les électrons qui viennent d'une autre molécule qui est dans le milieu, les transférer au deuxième, les transférer au troisième, et c'est au troisième ici qui s'appelle B3 qu'a lieu vraiment la catalyse de la réaction. On a également dans l'enzyme un chemin, un chemin qui permet d'apporter l'hydrogène. Puisqu'on voit que cette réaction elle nécessite de l'hydrogène, elle relâche du protoxyde d'azote et de l'eau. Et donc les électrons aussi qui viennent de là, comme je le disais. Et donc, comment concrètement la réaction se passe au niveau du site actif du centre de l'enzyme, cette MB3? Et bien, ça, on ne sait pas exactement. Ici, ce qu'on a représenté, c'est une sorte de vue en coupe. Donc, ça, c'est un des M avec le fer 2 au milieu, puis ça, c'est un autre M qui sont comme ça. Il y en a un vu de côté et un de face. Et donc, on commence par mettre deux molécules de monoxyde d'azote. Et là, on a trois possibilités. Soit il y en a une qui s'attache au fer de gauche, une qui s'attache au fer de droite, soit les deux à droite, soit les deux à gauche.
Dans tous les cas, l'étape suivante, c'est un transfert électronique depuis les fer 2 vers les molécules à côté. Donc les fer 2 deviennent des fer 3, ils ont perdu un électron qui sont plus chargés positivement qu'avant, ce qui ont perdu du moins. Et formation de la liaison entre les atomes d'azate. Et puis à la dernière étape, on relâche du N2O, il y a un oxygène qui reste coincé entre les atomes de fer, une espèce de pont saut. Et puis on peut régénérer ensuite ce composé-là en réduisant et donc, bon là on a vu comment ça marchait, mais ça ne dit toujours pas pourquoi des fois ça s'arrête là et des fois ça continue jusqu'au N2. Alors, on se met pourquoi, mais on sait ce qui peut influencer le rapport, en partant d'une même quantité de substrat, donc de nitrite ou de nitrate, le rapport d'azote par rapport au protoxyde d'azote. Bon, je suis partie à la salle. Le protoxyde d'azote est en noir et l'azote ici est en gris. On voit plusieurs choses. Ici, premièrement, on remarque que pour une quantité, donc ici c'est 0 ppm de NO2 et une quantité croissante de NO2-. Et ici, pareil, 0 puis une quantité croissante de NO3. Pour une même quantité en NO2- et en NO3-, on produit plus de protoxyde d'azote comparativement à l'azote, quand on parle de NO2. C'est une observation, c'est pas étonnant. Ensuite, dans les deux cas, à haute quantité de ces substrats, on produit plus de protoxyde d'azote. Donc quand il y a un excès, par exemple, d'engrais, un excès d'azote dans les sols, on va produire plus de protoxyde d'azote. On a également une influence de la quantité de dioxygène présent. S'il y a trop de dioxygène, cette réaction va pas se faire de toute façon, puisque la bactérie elle va respirer l'oxygène, c'est plus facile pour elle. Mais s'il y a très peu, mais quand même un petit peu d'oxygène, plus il y en a, plus il va y avoir de production de protoxyde d'azote comparativement au diazote. On a aussi un effet qui est assez intéressant à voir ici, c'est que ce qui est représenté là, c'est le temps depuis lequel la bactérie a été mise en condition anaérobie. Donc au début, elle est en condition aérobie, il y a de l'oxygène. Elle respire de l'oxygène. Ensuite, on enlève tout l'oxygène autour d'elle. Donc elle n'est pas très contente, mais heureusement, dans le milieu, il y a des nitrates et des nitrites, elle va quand même pouvoir continuer à vivre. Donc elle va devoir mettre en route toutes les enzymes qui permettent de faire ces réactions. Et il s'avère que l'enzyme qui fait la dernière étape, donc du N2O au N2, se met en route, se réveille plus lentement que les enzymes précédentes. Du coup, pendant un moment, quand ça fait pas encore très longtemps, jusqu'à 12 heures, que la bactérie a été mise dans ces conditions anaérobies, elle va être bloquée avant l'étape de production de N2. Il y a peu d'enzymes qui permettent de passer de N2O à N2 qui seront réveillées, et donc on va avoir plein de N2O qui va s'échapper. Et puis après, si on attend suffisamment longtemps, c'est quand même la voie complète qui prédomine, puisqu'à chaque étape, on récupère de l'énergie, donc c'est quand même plus favorable d'aller jusqu'au bout. Et on a plus de production de N2O. Donc par exemple, ça nous indique que en fait, les conditions dans lesquelles c'est cultivé et les conditions climatiques peuvent influencer la production de N2O. Si là, par exemple, si on est dans un climat tropical, il y a une pluie intense, le sol se gorge d'eau, donc les bactéries rapidement elles n'ont plus d'oxygène, puisque l'oxygène dissout dans l'eau, il n'y en a pas quand même énormément. Elles sont en condition anaérobie, là le processus se révèle, elles commencent à produire du N2O, et puis hop, ça sèche, elles se retrouvent en présence d'oxygène, ça repart sur la respiration, une autre pluie, etc. Donc cette alternance de conditions aérobie à anaérobie peut engendrer beaucoup de production de protoxyde d'azote. Il y a aussi des influences qui ne sont pas représentées ici, de la température, de la teneur en matière organique du sol, etc. Donc les pratiques, et puis après, suivant le timing de l'arrosage, par exemple, les pratiques agricoles peuvent également influer sur cette production. Et par exemple, dans les cultures de riz, si la culture est entièrement inondée, le sol va être très rapidement en condition anaérobie, et donc ça va produire du protoxyde d'azote dans un premier temps, également du méthane, on n'en parle pas ici, mais c'est aussi un des effets. Et au fond, pourquoi est-ce que ça me pose tant de problèmes depuis tout à l'heure? Je me dis, on produit du protoxyde d'azote, j'ai pas l'air très contente. Pourquoi je peux être très contente? Parce que le protoxyde d'azote, c'est un puissant gaz à effet de serre. Son pouvoir de réchauffement à 20 ans, c'est-à-dire la quantité de réchauffement qui est engendrée par une même quantité de N2O par rapport à une même quantité de CO2 dans 20 ans, est 300 fois supérieure.
par ailleurs, la durée de vie de ce réseau dans l'atmosphère est de 114 ans, donc c'est pas très très long, mais c'est quand même assez long pour que l'effet soit assez perdure pendant un certain temps si on relâche maintenant du réseau dans l'atmosphère. Et il s'avère en effet que le protoxyde d'azote est responsable de... c'est quelque chose comme... ça doit être écrit sur... C'est 0,17 en termes de forçage radiatif. Quand le soleil éclaire la surface de la Terre, ça apporte une certaine quantité d'énergie à la Terre. Vous connaissez le principe de l'effet de serre, c'est que le rayonnement réfléchi dans l'infrarouge par la surface de la Terre et réfléchi par les nuages, il reste un peu enfermé et la chaleur reste à l'intérieur. Quand on augmente la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est comme si on augmentait la quantité de soleil qui arrive à la surface de la Terre en n'ayant pas changé la composition de l'atmosphère. Et donc, cette mesure d'augmentation de température traduite en quantité de lumière solaire qu'il faudra apporter en plus pour obtenir le même réchauffement, c'est ce qu'on appelle le forçage radiatif. Et ici, le N2 est responsable de 0,17 points de forçage radiatif, exprimé en watts par mètre carré, en énergie solaire reçue par unité de surface, ce qui représente 7,4% du forçage radiatif global depuis les années 1750, le début de l'ère industrielle. Donc c'est loin d'être autant que le CO2, et le CO2 il va là-bas maintenant, mais c'est quand même pas négligeable et l'incertitude d'ailleurs est assez faible, on est sûr que ça a cet effet-là, c'est assez certain. Et puis par ailleurs, le réchauffement climatique peut avoir également des rétroactions sur le cycle de l'azote, puisque, on l'a vu pour le protoxyde d'azote, les conditions climatiques jouent, donc si les pluies sont plus fréquentes, s'il fait plus ou moins chaud, ça change toutes les paramètres d'opération des plantes, des bactéries, etc. Et ça change les différents cycles géochimiques, donc tous ces cycles des éléments qui sont contrôlés en partie par les êtres vivants, vont changer sous l'effet du réchauffement climatique, ce qui peut avoir des rétroactions soit négatives, donc émettre moins de gaz à effet de serre, mais également positives, les cycles vont relâcher plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc pour conclure, on n'a pas pu parler de l'ensemble du cycle de l'azote parce que c'est un sujet extrêmement vaste et qu'il m'aurait fallu beaucoup plus que 2 heures, mais on a vu 2 exemples d'étapes du cycle de l'azote qui soit sont contrôlées par les êtres humains dans le cadre du procédé Haber-Bosch pour la fixation de l'azote, soit sont faites naturellement, mais sont influencées par un ensemble de paramètres du milieu sur lesquels on peut avoir des influences et qui, en retour, génèrent du réchauffement climatique. Donc, merci de votre attention. Et, merci. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour les répondre. Au tout début, tu avais parlé des combustibles fossiles et tu avais expliqué que brûler des combustibles fossiles libérait de l'azote. Mais moi, si je prends par exemple du pétrole, c'est un hydrocarbure, donc il y a du carbone et de l'hydrogène, et je vois pas pourquoi il y a de l'azote. Alors oui, le combustible en lui-même ne contient pas l'azote, encore que parfois il pourrait y avoir des restes de molécules organiques, mais ils sont suffisamment purifiés normalement pour que ce soit que des cacahuètes, enfin des hydrogènes évidemment. Simplement, cette combustion, elle ne se fait pas dans le vide, elle se fait dans ton moteur, donc le moteur il y a l'air, parce qu'il faut de l'oxygène pour la combustion, et comme on l'a vu dans l'air, il y a 78% d'azote. Et donc, avec les températures qui sont atteintes dans un moteur, on peut arriver à briser cette liaison entre 2 atomes d'azote. Et ce qu'on produit généralement, c'est des NOx, donc c'est des molécules réactives, assez réactives de l'azote. Les pots d'échappement ont des catalyseurs pour essayer d'enlever ces NOx en les réduisant, mais c'est pas toujours efficace et on met quand même une certaine quantité de NOx. Et les NOx souvent servent de point de nucléation pour d'autres. Ça crée ensuite des particules en faisant un certain nombre de réactions chimiques et en agglomérant de la matière finalement autour de ces NOx. Et puis, c'est pas exactement ça, mais ça crée des particules fines, ça a des effets assez négatifs sur la santé. Comment est-ce que tu fais pour avoir une phase du fer, la phase 1-1-1, qui est préférentiellement exposée au gaz? C'est ça. Pour réaliser la réaction. Okay. Tu la poses pas près du micro. Et je la pose pas près du micro. Non, je sais, t'inquiète. Je te dis toi, je te vois, je te dis toi. Oui. Alors, tout à l'heure, tu as dit que pour avoir ta réaction, pour que ton catalyseur soit efficace, il fallait exposer la surface 1-1-1 du fer, une certaine surface du fer, à ton gaz. Comment est-ce que tu fais pour exposer préférentiellement une surface à ton gaz, ou ton catalyseur? Alors,
ça peut être possible en contrôlant la croissance de ta particule de fer. Ici, en fait, j'ai dit que dans cet oxyde de fer, il y avait un oxyde d'aluminium. Cet oxyde d'aluminium va faire que ce sera préférentiellement la phase 1 qui va être explosée. Le mécanisme exact de ça, je ne sais pas, mais par exemple, donc je vais dessiner une maille. Par exemple, ce fer-là, il est cubique face centrée. Donc, ça, c'est si on zoome très fort à l'intérieur d'un cristal de fer, on a ça. Et donc, on a des atomes ici, tac, 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 et puis, au centre de face, là, il manquait un centre de cette face. Voilà. Et il s'avère que si ton substrat de départ a cette face-là explosée, donc tu peux le regarder au microscope de force atomique par exemple, tu as des moyens de déterminer quelle face est exposée sur ta petite plaque de métal de départ, et que tu fais grandir ton cristal de fer en déposant petit à petit du fer à la surface sur une face qui est déjà 1,1. La face qui sera exposée au sommet, ça sera la face 1,1. Donc il y a des moyens de contrôler ça, des phases préférentielles de passance. Ça s'appelle la cadence épitaxiale, quand il y a une face qui est exposée préférentiellement sur un côté qui grandit préférentiellement par rapport aux autres. Ici, c'est pas le cas. Enfin, c'est probablement le cas, mais c'est contrôlé par l'oxyde d'aluminium, on ne sait pas comment. Mais c'est possible aussi industriellement parlant, on va dire. Moi, j'avais une question. Donc, à l'image des moyens de captage du CO2 par les technologies à émissions négatives, est-ce qu'il y a des solutions en amont contre les émissions en trop d'azote? Alors, comme je disais, pour les NOx, qui peuvent être émises soit dans les centrales qui utilisent des combustibles fossiles, soit dans les pots d'échappement, on peut, par des catalyseurs, par des procédés, les éliminer. Pour ce qui est du protoxyde d'azote, en fait, donc, comme on a vu, il faut partir de nitrate ou de nitrite. Si les plantes, elles, la forme qu'elles préfèrent, qui est plus facile pour elles d'absorber dans le sol, c'est l'ion ammoniaque, de toute façon. Donc, si on met des composés qui vont bloquer la nitrification, qui vont empêcher de passer de l'ammonium au nitrate et au nitrite, on va rester sous forme nitrate. Les plantes sont contentes parce qu'elles pourront l'absorber facilement, et on ne pourra pas ensuite faire la nitrification, et donc on ne pourra pas ensuite produire de protoxyde d'azote. Donc ça fait partie des recherches en agronomie. C'est fait à certains endroits, ils mettent des composés qui bloquent ces réactions. Donc j'imagine que du coup ça ne fait pas trop plaisir aux bactéries, etc., qui utilisent ces réactions pour vivre, mais ça évite les émissions de protoxyde d'azote à partir des grandes cultures qui sont où on met beaucoup d'engrais. Après, réduire la quantité d'engrais tout simplement, ou bien la doser, genre mettre juste la bonne quantité pour que les plantes absorbent tout, ça évite aussi surproduction de protoxyde d'azote par fuite d'azote dans le système. Donc c'est les deux moyens que je verrai pour résoudre cette question. En parlant de méthode de captage de CO2, il y a un truc que je voulais vous dire que j'ai oublié. Si on parle beaucoup de planter les arbres pour capturer le CO2, etc. Si ces arbres, pour qu'ils poussent plus vite et qu'ils capturent plus de CO2, on leur met les engrais azotés, et qu'ensuite, à partir de ces engrais, il y a de la production de protoxyde d'azote, c'est contre-productif, parce que comme on l'a vu, le protoxyde d'azote, c'est 300 fois le pouvoir de réchauffement à 20 ans du CO2. Donc il faut aussi, quand on réfléchit à des méthodes pour capturer le CO2, c'est bien, il en faudra, parce que on n'arrivera pas juste par la diminution des émissions à maintenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés ou 1,5 degrés, mais il faut faire attention et les penser jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je pense que s'il n'y a plus d'autres questions, on peut encore une fois remercier Johan, et puis on vous attend nombreux la semaine prochaine pour l'autre conférence du cycle Chimie et. Merci.